Pouf pouf, on l'a refait. Salut les gens. Ça a été un peu le bordel. Désolé pour ce début un peu abrupt. Je me suis aperçu avec horreur que soudainement ma caméra Osmo Webcam, elle refusait de fonctionner comme une webcam. Donc du coup je vais tout faire avec la caméra principale aujourd'hui. J'en suis un petit peu navré parce que du coup ça va changer un petit peu la dynamique du truc, mais bon voilà, je peux pas faire grand chose là-dessus. Et puis là, je viens de m'apercevoir que j'avais commencé en oubliant de brancher mon micro, donc le micro podcast que vous ne voyez pas ici, parce que je l'ai mis un petit peu hors champ. Voilà, alors, autre chose qui va changer sur ce direct, c'est que vous m'aviez dit la fois passée que tout était nickel au niveau de la musique, et quand j'ai réécouté l'enregistrement, c'était une catastrophe, la musique était beaucoup trop forte. Donc c'est pas gentil de me mentir, faut me dire quand c'est vraiment trop fort, et du coup là j'ai refait les réglages, et cette fois-ci la musique pendant que je parle devrait vraiment être à un minimum. On la devine quand il y a des silences, mais c'est un petit peu tout. Voilà pour commencer ce truc. Du coup j'ai bien mérité un petit verre. Allez hop. Bon, de toute façon, de ce que je vois, on est vraiment pas beaucoup ce soir. Je vois une personne sur Twitch, c'est probablement l'ami Imaginos, si c'est bien toi. Bonjour à toi. Il y a une personne sur Peertube, mais je suis pas certain que ça soit une vraie personne. Sur YouTube, c'est un peu le désert de Gobi, mais en version moins peuplée. Donc on va peut-être attendre un petit moment en espérant que des gens arrivent, histoire de pouvoir commencer ce live stream dans des bonnes conditions. Sinon je vais faire comme d'habitude, je vais parler tout seul. Ça ne me change pas beaucoup. Alors là, le dernier live stream sur Erdorin 2300, c'était la semaine passée. Normalement, j'essaie d'alterner, mais là, c'était un peu compliqué puisque faut que je prévoie les trucs pour les live stream musique. Et comme je vais sans doute faire l'épisode de Radio Erdorin dans ces prochains jours, du coup, il est préférable que le Radio Erdorin débrief de l'épisode du mois soit la semaine prochaine. C'est pour ça un petit peu que je me suis arrangé comme ça. Là, on a de la chance que les fêtes de Noël ne tombent ni un jeudi ni un vendredi. Néanmoins, pour les deux derniers jeudi et vendredi du mois, je suis pas encore certain que je vais arriver à faire un live stream parce que ça dépend un petit peu souvent de si on a des invités, si on a des invitations. Comme c'est les fêtes, il y a souvent des trucs qui viennent s'empiler à la dernière minute. Donc je préfère mettre les choses sous réserve. Donc peut-être que ça sera quand ? Ça sera le 20. Bonsoir Victor. Alors les gens, je crois que tu es tout seul. je voudrais pas médire, mais je crois que tu es tout seul. Donc les deux live streams que j'avais prévus, évidemment j'ai fait une image et maintenant je m'en souviens plus. Je vais regarder ça parce que je les ai mis aussi. Voilà, le 18. Alors le 18 normalement ça devrait être bon. Le suivant, ça sera le 26. Ouais, alors je pense que le 18, ça devrait être bon. Le 26, c'est déjà beaucoup plus le genre, oui. Je crois que c'est ça. Le 28, le 26, ça sera plus. C'est moins probable, on va dire. Mais voilà. Victor, d'ailleurs, je crois que c'est toi que je dois blâmer. C'est toi qui m'avais dit que la musique, elle allait bien sur le live stream. Et en fait, à l'enregistrement, c'était catastrophique. Et on a 4612 qui est là. Bonsoir à toi. Bonsoir, oui, effectivement, c'est un peu désert. Il doit y avoir pas mal de spectateurs fantômes. Donc, effectivement, ça se justifie. Et je vois qu'effectivement l'ami Imaginos confirme que c'est bien lui qui... Et cette fois-ci, alors sur YouTube, via FreeTube, ok, pourquoi pas. Écoute, tant mieux, hein. Bonsoir à toi de toute manière. Et puis voilà. Alors du coup comme c'était ce que je voulais en venir au fait que le dernier direct Erdorin 2300 c'était la semaine passée.
Donc j'ai pas eu le temps d'avancer énormément sur l'écriture, mais j'ai quand même fait des trucs, même si je dois avouer que je les ai fait aujourd'hui. c'était un peu la course. Donc j'ai quand même écrit 2-3 trucs et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et comme je disais au début, il m'est arrivé un bug avec... alors je vais vérifier si ça marche maintenant. J'avais un petit problème avec ma caméra, la Osmo Pocket, qui est généralement au-dessus de mon écran, que j'utilise comme caméra verticale pour quand j'écris. Eh ben malheureusement, elle a refusé de fonctionner tout à l'heure. Elle fonctionnait très bien, évidemment, 10 minutes avant. Et puis à un moment donné, elle s'est éteinte et quand je l'ai rallumée, elle refusait de repasser en mode webcam. Donc épouvantable la musique la dernière fois, mais pas en termes de qualité, mais le volume compliqué honnêtement. Ouais, non mais voilà, ça c'était... Là j'espère que cette fois-ci c'est de la musique de fond, on devrait l'entendre très peu, on devrait l'entendre que quand je parle pas, et pas que ça écrase tout. Plugin aux fraises, je pense. Non, c'était les réglages. J'avais fait les réglages un peu au pifomètre et j'avais mis le volume sonore. J'avais réglé le truc pour baisser le volume sonore à, je crois, 10 ou 15%. Là, je l'ai mis à 5%, histoire que ça soit vraiment bien plus silencieux. Mais ouais, pas mal de gens m'ont fait la réflexion, y compris Thias récemment lorsqu'il a commenté sur YouTube. D'ailleurs, il faudrait que je revienne un petit peu sur ce qu'il a dit, parce qu'il avait dit 2-3 trucs qui étaient assez intéressants. Mais ça, on va en parler quand je vais passer sur... Alors, je vais remettre mes trucs en monitoring. Non, le plugin a fonctionné comme il fallait, c'était mes réglages qui étaient plus graves. Donc là, encore, j'ai l'impression que la musique, elle est quand même entre moins 30 et moins 25 décibels, c'est quand même assez fort, mais bon, j'espère que ça va être... Là, on tâtonne un peu, hein, je veux dire, je suis désolé que vous essuyez un peu les plâtres avec mes tentatives de régler OBS. Mais voilà. Alors, pouf, on va passer à écriture. Bim. Donc oui, c'est pas la même caméra. J'ai dû faire des réglages un petit peu à la bâtarde, histoire que ça fonctionne, mais au moins ça fonctionne. Alors là, je reprends donc le fichier sur les cultures. Et en fait, Mathias avait fait une réflexion en disant que les cultures ça évolue et en tout cas chez les personnages c'est des choses qui évoluaient, mais c'est vrai, et je pense que la mécanique avec l'expérience va faire en sorte que les personnages, quand ils vont faire évaluer leur personnage, les joueurs, quand ils vont faire évoluer leur personnage, ils vont peut-être mettre des points dans des choses qui n'ont plus vraiment de rapport avec la culture originale, ou ils vont peut-être rajouter des cultures, genre ils passent 5 ans sur une planète Eldarine, ils vont rajouter culture Eldarine dans leur truc, et puis ils vont ajouter des trucs dedans, et du coup ça va évoluer comme ça. Mais c'est vrai que je pars aussi du principe qu'à partir du moment où quelque chose apparaît sur la feuille de personnage, c'est que c'est quelque chose qui est important pour le personnage. Après, on quantifie le truc, mais le fait que, par exemple, un perso soit d'origine atalène, mais ne mette pas culture atalène sur sa feuille de personnage, ça signifie que pour lui, sa culture, c'est pas forcément quelque chose d'important. Peut-être qu'il a vécu dans des endroits où c'était pas quelque chose qui était perçu comme étant capital. Il n'a pas forcément reçu une éducation qui était typique de la culture d'où il vient. Donc c'est un petit peu comment comment les joueurs vont créer leurs personnages qui va déterminer si les personnages sont vraiment typés d'une culture ou pas. Donc j'ai rajouté 2-3 trucs sur la culture stellaire que j'avais mentionné. Alors oui, il y avait un élément que j'avais pas mentionné. Alors ça, j'en parlerai plus tard.
parce que ça fait un lien avec le chapitre suivant. Ça n'a pas l'air totalement évident, mais si je dis les cultures stellaires connaissent la notion d'argent et de commerce, si les cultures stellaires connaissent la notion d'argent et de commerce, une grande partie de ce qui fait leur vie quotidienne est du domaine non marchand. Le logement, la nourriture, les transports, les soins ne sont pas payants, ou en tout cas pas dans la version de base, mais on peut toujours payer un peu plus pour des extras. Et en fait, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié le titre. Je suis en train de le lire en numérique. C'est quelque chose qui venait ça s'appelle L'amour en commun. Et c'est, je crois que j'en avais parlé quand j'avais fait les carnets de civilisation. C'est un livre qui explore en fait les manières un petit peu différentes de parler du couple, de parler de cette norme qui est le couple hétérosexuel avec les enfants, le pavillon et la Renault Twingo, et d'expliquer un petit peu pourquoi c'est un modèle qui me part un petit peu en vrille, pourquoi est-ce que c'est intéressant de penser à autre chose. Et comme il s'agit quand même d'auteurs qui sont assez clairement marqués à gauche, leur explication, c'est que c'est la faute du capitalisme. Je résume énormément, bien évidemment, mais le truc, c'est qu'ils expliquent quand même un certain nombre de points qui sont pas forcément d'ailleurs d'eux. C'est que une grande partie des relations entre les personnes, que ce soit des relations sexuelles, des relations amoureuses, etc., il y a un fond de compétition qui semble venir effectivement du capitalisme en fait depuis un siècle et demi en fait. C'est beaucoup de choses, sont beaucoup des constructions sociales qui n'existaient pas forcément il y a 2 siècles et qui se sont, en tout cas pas sous cette forme, et qui sont un petit peu établies il y a un siècle et demi, un siècle. 46and2, tu me demandes si mon JDR est diamétralement différent d'un jeu comme HeroQuest, à peu près tout ce que tu connais. Alors, HeroQuest, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt un jeu de plateau. Hein. J'avais vu passer, il me semble que c'est Cad qui en avait parlé récemment sur sa chaîne, qui parle pas seulement de black metal, de temps en temps, il fait aussi des trucs sur les jeux de cartes à collectionner, les jeux de plateau et tout ça. Et alors oui, c'est différent parce que on est dans un jeu, quand je parle de jeu de rôle, on est vraiment dans un truc qui est en fait une conversation. Il va y avoir X personnes autour d'une table. Il y en a une qui va prendre le rôle de meneur de jeu et les autres qui vont interpréter des joueurs. Mais ça va se faire, il va y avoir... Alors certains jeux mettent plus l'accent sur effectivement les déplacements de pions, les choses comme ça. Mais à la base, le jeu de rôle, c'est vraiment de la conversation. C'est des joueurs qui disent au meneur de jeu, mon personnage, il va faire ça. Le meneur de jeu qui leur répond, alors quand il fait ça, ton personnage, il va se passer ça. Donc vraiment un truc qui va se dérouler comme ça. Ce qui est assez différent des jeux de plateau. Alors, HeroQuest, je connais assez mal, j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à un autre jeu qui s'appelle Talisman. Alors, ça à mi-chemin entre le jeu de société et le théâtre d'improvisation. Oui, tout à fait. Et Talisman, en fait, tu as un plateau et puis tu dois suivre un circuit avec des personnages. Et effectivement, les personnages, quand on les regarde, il y a un guerrier, il y a un magicien, il y a des orques, il y a des barbares, machin. Et c'est vraiment des archétypes que l'on va retrouver dans le jeu de rôle de fantasy, au hasard Donjons et Dragons. Mais le jeu de rôle tel que moi je le pratique vraiment dans une manière beaucoup plus conversationnelle, et toute la partie règles de simulation, lancer de dés, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal évacué parce que j'estime qu'on n'en a pas forcément besoin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui chouinent quand on enlève la possibilité de lancer les dés. Il y a quand même des possibilités de lancer les dés dans Eldorine 2300, mais c'est assez mineur, en fait, on peut tout à fait s'en passer. Donc oui, c'est assez différent parce que ce que j'appellerais des jeux de plateau ou des jeux de société, c'est des trucs qui sont très cadrés par les règles. Et si tu essayes de faire quelque chose qui n'est pas indiqué dans les règles, simplement dans un jeu de société, tu vas probablement pas pouvoir.
Si tu joues aux échecs et que tu veux faire en sorte que ton cheval il sorte, il va courir sur les bords pour essayer de prendre l'ennemi à revers, typiquement ça c'est pas possible aux échecs. Dans le jeu de rôle, suivant le meneur de jeu, tu peux avoir des meneurs de jeu qui sont un petit peu streng, il y a mes ordinaires et on n'en sort pas. Et puis tu vas avoir des meneurs de jeu qui vont être beaucoup plus adaptatifs, beaucoup plus ouverts à ce genre d'improvisation, même si elle est un petit peu absurde, simplement parce que c'est rigolo. Et moi je suis plutôt de la deuxième école, on va dire. J'espère que j'ai répondu à ta question. Même si j'ai probablement répondu avec 15 fois plus d'informations que tu n'en voulais. Et là, si tu veux, l'idée générale quand tu as un jeu de rôle, c'est que très souvent, tu vas te retrouver avec un univers qui est passablement décrit. Et c'est ça, en fait, qui va donner le cadre de ton jeu. C'est-à-dire que si dans ton univers on explique que la téléportation n'existe pas et qu'un personnage décide qu'il veut se téléporter, il va falloir qu'il trouve. Alors soit il peut pas, soit on dit le meneur de jeu dire non, désolé, ça c'est quelque chose, c'est impossible dans l'univers de ce jeu-là. Soit il a intérêt à donner une très très bonne raison pour laquelle il peut. Voilà. Mais il faut vraiment retenir. Ça, c'est une expression qui vient pas de moi, c'était une expression... Alors, je pense qu'elle vient de Greg Pogorzelski, un grand copain belge, qui est un grand chineur de jeux et décortiqueur d'idées rôlistes. Je pense qu'il l'a récupéré de quelqu'un d'autre, mais évidemment, son truc, c'était vraiment le jeu de rôle est une conversation. Avec le principe qui est aussi que... À partir du moment où quelqu'un autour de la table dit un truc et que personne d'autre ne moufte, ce qui a été dit est vrai. C'est pour ça qu'en général, c'est intéressant. Il vaut mieux avoir un meneur de jeu pour cadrer ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. Mais c'est pas non plus obligatoire. Il y a des jeux qui se passent très bien de meneur de jeu. Alors, ensuite, une chose que j'ai rajoutée dans les cultures, et ça c'est sur peut-être le plus gros ajout au niveau intérêt du truc, c'est les atouts culturels. Donc l'idée que j'avais, c'était, on va avoir un chapitre qui va décrire les cultures, et des éléments qui vont dire voilà des atouts, donc des traits qui peuvent être adjoints à cette culture et qui vont former les clés. Si un personnage prend dans ses atouts culture Eldarine ou culture stellaire, et voilà des exemples de clés, donc de sous-traits que le personnage va pouvoir ajouter. C'est des éléments, alors culturels, ça pourrait être aussi des éléments de peuple, hein, mais voilà. Le truc, le Souil et Corps, par exemple, ça c'est un truc qui existe dans l'univers d'Erdorine depuis pas mal de temps. Une discipline physique et mentale que l'on peut classer dans les catégories arcanes. Alors arcane, pour ceux qui n'étaient pas là il y a très très longtemps quand j'ai touché le sujet, c'est les pouvoirs mentaux. C'est de la télépathie, de la télékinésie, du contrôle corporel ou des choses comme ça. Et donc, qui permet à ces pratiquants de contrôler certains aspects de leur corps, un peu tous les Eldar, beaucoup d'Atlani, même quelques terriens le pratiquent, mais la plupart le considèrent comme une forme d'exercice entre étirement et tai chi. Mais chez les quelques individus qui le prennent au sérieux, ça peut donner des résistances au froid, aux drogues, fatigue, etc. Donc c'est un avantage, c'est un truc qui permet au personnage de contrôler plus ou moins consciemment son corps. Voilà. Par exemple, pour aller faire trempette dans la mare gelée en plein hiver. Sans sortir avec des bouts qui manquent et une grippe. Alors, autre terme Eldarine, l'aglarine. Alors, l'aglarine, je crois que j'en avais touché un petit mot parce que ça touche à quelque chose qui est dans les mécaniques de jeu. C'est la réputation d'une personne, concept qui est aussi considéré comme une forme de monnaie d'échange. Un personnage avec un haut score d'aglarine obtiendra plus facilement des faveurs.
Je mentionne le suivant tout de suite parce qu'il y a une différence. Le clan, faire partie d'un clan influent est clairement un atout, surtout dans l'espace Atlano-Eldarin, parce que les terriens s'en tapent un peu. Les clans nouent souvent des alliances multiples, le personnage aura donc des chances de trouver des alliés dans les coins reculés. Fondamentalement, la différence entre l'Aglarine et le clan, c'est que le clan c'est vraiment un truc qui est plutôt global et l'Aglarine c'est quelque chose qui est personnel. Tu peux avoir un personnage qui vient d'un clan tout pourri, mais qui a un très bon Aglarine, qui a une très bonne réputation. Et à l'inverse, quelqu'un qui vient d'un clan très puissant, mais en fait c'est un nobody, personne ne le connaît. Mais ça reste des avantages pour nouer des liens avec des personnages généralement de culture Atlano-Eldarin. Je revenais sur l'Aglarine parce qu'en fait l'Aglarine, j'utilise aussi cette expression, en tout cas la réputation, pour l'expérience. En fait, chaque élément nommé d'expérience, ça va faire augmenter la réputation du personnage. Donc ça va être aussi des éléments. Je sais pas encore exactement comment je vais quantifier ça en règle de mécanique de jeu, en termes de mécanique de jeu, mais voilà, c'est un élément qui existe dans l'univers, qui peut être utilisé comme un atout, mais qui va exister également sous forme de mécanique de jeu dans la feuille de personnage. Voilà, ensuite, les clans stellaires, j'ai un petit peu augmenté ce que j'avais écrit sur les clans stellaires. Les clans stellaires, entendez par là les clans qui vivent en grande partie dans l'espace, représentent une sous-culture importante, donc une sous-culture importante de la culture stellaire. Et là, il va falloir, je trouve, probablement des termes un petit peu différents, parce qu'on a des cultures stellaires et des clans stellaires, je sens qu'il va y avoir des confusions. Alors, ce sont des communautés souvent plus mélangées avec des représentants venant de multiples peuples. S'ils forment une seule unité culturelle, on distingue souvent les sédentaires qui vivent surtout dans les habitats spatiaux et les nomades qui sillonnent l'espace à bord de grands vaisseaux et notamment les voiliers stellaires. Dans les faits, rares sont les clans qui n'ont pas une composante sédentaire et une composante nomade. Ils sont connus pour une tendance au pragmatisme parfois rugueux, même avec plus de 10 000 ans de pratique, l'espace reste un environnement dangereux. Voilà. Et là, du coup, j'ai rajouté 2 atouts culturels. Je suis pas allé beaucoup plus loin. Donc, nomade, le personnage a beaucoup voyagé, a une mentalité qui s'accommode assez mal de rester trop longtemps au même endroit. Même si trop longtemps peut ici vouloir dire plus d'un siècle. Parce que, évidemment, avec les Eldar qui vivent longtemps, ça peut avoir cet effet-là. Et enfants des étoiles, les membres des clans stellaires sont plus à l'aise avec les environnements spatiaux, ils savent évoluer en gravité faible ou nulle, peuvent enfiler une combinaison en quelques secondes et ont des stratégies pour gérer le vide, les rayonnements et toutes ces joyeusetés. Voilà, ça c'est aussi un truc, et ça techniquement c'est aussi assez typiquement des ajouts culturels qui là ils représentent les clans stellaires, mais ça pourrait tout à fait être pour d'autres types de personnages. Là, avant tout, ce que je marque comme atout culturel, ce sont des exemples. C'est un petit peu pour les personnages qui n'ont pas envie de trop pour les personnages. Là encore, je confonds personnages et joueurs. Pour les joueurs qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête sur les atouts qu'ils veulent ajouter à leur personnage, eh ben ils peuvent aller regarder dans cette liste et puis prendre ce qui leur paraît jouer. Ensuite, donc je m'étais arrêté là au niveau de l'écriture, donc j'ai pas écrit énormément, mais j'ai quand même écrit 2-3 trucs. Alors les cultures terriennes sont en comparaison arrivées depuis bien moins longtemps dans la sphère, 2 siècles tout au plus, ce qui est d'ailleurs un élément qui a beaucoup surpris les peuples stellaires ces derniers ne s'attendaient pas à ce que Terrien débarque si vite, ça je crois qu'on avait déjà tout vu ça. Alors, on va pour les Européens, qu'est-ce qu'on pourrait leur trouver comme atout culturel ? Alors, c'est un titre de niveau 4. Alors, Alors, un élément, c'est la notion de recyclage. On en avait appelé ça la recycling cultura. Donc, la recycling culture, c'est un style design typique de l'Europe. Inspiré par les
récupération datant des guerres mondiales. Typique de l'Europe, pas que l'Europe. Sur des éléments interchangeables et facilement réparables. Là, je peux rajouter d'ailleurs un autre truc, Softtech. C'est le le stade ultime. Là, je dois avouer que j'ai pas trop d'idées pour les cultures européennes, ce que je pourrais mettre comme atout culturel. De toute façon, pour les cultures terriennes de façon assez générale, mais coup de tour. Alors, stock ultime de recycling couteau, la technologie soviétique implique des pièces en fonte qui se réparent à coups de marteau et dont les éléments peuvent être recombinés pour faire une yaourtière, un landau ou une kalachnikov. Bon, j'exagère un peu, c'est une vieille blague, hein. C'est une blague qui date de l'URSS pour dire si c'est vieux. Mais c'est assez typiquement la Softtech, je crois que j'en avais parlé dans les carnets de civilisation. C'est vraiment la technologie pas avancée du tout en fait. C'est si on prend par exemple un vélo de l'univers d'Erdorine 2300, ça va être un truc en fibre de carbone avec 2-3 technologies discrètes, ça va être tout fin, ça va peser 2,5 kg. Machin, mais la version soviétique, c'est le vélo de l'armée suisse 1910, quoi. C'est des tubes d'acier, c'est même pas de l'aluminium, c'est de l'acier, c'est des gros pneus boudins, c'est à peu près indestructible. Quand malheureusement ça casse, tu le répares sur une forge chez un maréchal Ferrand. C'est assez ce genre de technologie. C'est à peu près aussi efficace, mais c'est juste très moche, 10 fois plus lourd, quoi. Alors pour les gens qui ont déjà vu à quoi ressemblent les vieux vélos de l'armée suisse, c'était des trucs qui faisaient peur, et c'est un truc qui a, je crois que dans les années 2000, c'était encore le standard, et ça pesait, c'était un truc qui datait de 1910. Et les gars se tapaient des cols de montagne avec cette espèce de monstruosité, ça faisait un peu peur. De toute façon, l'armée suisse a toujours fait un petit peu peur, et comme le disait des humoristes suisses, l'armée suisse est la moins militaire du monde, c'est les civils qui font éclater les obus. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus ? Alors il y a un élément qui m'amuse beaucoup, c'est le rétro-nationalisme. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut en faire un avantage ou un truc... c'est la passion pour des pays qui n'existent plus. Après, c'est l'impression que comme à tous, ça sert un peu à rien, mais je vais vous le mettre ici parce que, par exemple, la Suisse, la Grande-Bretagne. Soviétique ou le Liechtenstein.
Bon, après, c'est un atout culturel, je sais pas, voilà, je sais pas trop en quoi ça peut être un atout culturel. Il y a un atout que j'utilise assez souvent, c'est Cosmopolite. Alors, se dit de personnages qui ont vécu dans plein. Ah, j'ai une petite notification YouTube. Alors j'espère que vous allez que là j'ai une notification YouTube qui a pas assez de données. Je sais pas à quoi c'est dû. Là visiblement BS me dit que tout est bon. Donc j'espère que chez vous tout marche correctement. Différent. Du coup, ils ont. Ok, donc ça marche. Ok, ça me tant mieux. Je pense que c'est juste YouTube qui pète une durite parce que raison, c'est pas très grave. Toc. Du coup, ils ont des notions de plein de diverses cultures. Alors ça c'était un truc, il va falloir aussi que je retranscrive ceci dans la nouvelle version du jeu, parce que dans Tigre Volant 3ème édition, donc dans l'ancienne version, il y avait des mécaniques qui géraient les différences culturelles. Grosso modo, si vous êtes un terrien et que vous arrivez sur une station spatiale Eldarin, les choses ne vont pas fonctionner de la manière dont vous attendez et du coup ça va être compliqué pour vous de gérer la chose. C'est un petit peu la même idée que vous avez par exemple si vous allez voyager au Japon et que vous allez dans une épicerie, dans un bled un petit peu traditionnel, le genre d'endroit où ils vont désinterroger 2 fois par an, et vous essayez d'acheter un truc à manger. Alors moi j'ai fait un petit peu l'expérience quand on est allé au Japon. On s'est retrouvé dans un restaurant où aucun des serveurs ne parlait anglais. Donc du coup c'était un petit peu sport pour faire comprendre ce qu'on voulait manger. Alors fort heureusement ils ont des techniques de mitigation comme des cartes sur lesquelles les plats sont représentés sous forme de photos. Donc on peut se dire ok ça ressemble à du porc, je vais prendre ça. Mais des fois c'est un petit peu chaud. Et le Japon en plus c'est un truc un petit peu particulier, c'est que quand on va dans certains coins, on a l'apparence qu'on est... Moi, il y avait des coins qui me rappelaient le Valais. Hein. J'avais vraiment l'impression d'être en Suisse. Il y a des montagnes, il y a des maisons un petit peu façon villa années 50. Il y a des routes en béton. Alors, les gens roulent du mauvais côté, mais c'est pas un gros problème. Puis, soudainement, on voit des panneaux et on s'aperçoit qu'on est analphabète. Donc ça, c'était le genre de choses pour lequel il y avait une mécanique qui permettait de gérer ça. Cosmopolite était justement un avantage qui permettait de diminuer les malus sans totalement les annuler. Et du coup, bon, en même temps, ça marche très bien aussi en atout. Hein, ça, j'ai pu le gérer lors des parties où généralement le personnage me dit ah oui, mais moi j'ai Cosmopolite, du coup, je comprends un petit peu mieux le truc et voilà. Donc ça peut aussi se gérer comme ça. Mais on est d'accord que c'est quand même beaucoup plus utile que rétro-nationalisme. C'est assez typiquement. Alors, on va rester là pour le moment. On va regarder un petit peu les Américains. Atout culturel. Non, c'est 4. C'est un titre de niveau 4. Tac. Alors... Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme avantage aux Américains ? Alors là, je pose des trucs un petit peu là random. Hein. Le rêve américain. Vision très optimiste. À mi-chemin
entre la méritocratie et le nationalisme. Après là je pose des trucs mais je ne sais pas vraiment si on peut en faire quoi que ce soit. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, parce que là l'idée c'est d'arriver à mettre sous une forme d'atout, de traits, de trucs qui peut se résumer en un ou deux mots, tous les éléments qui vont permettre d'aller sur la feuille, qui peuvent aller sur la feuille de personnage. Petite question. Voilà, on va faire aussi un truc, deuxième amendement. Grande connaissance théorique et pratique des armes à feu personnelles et véhiculaires. Hop, tant qu'à faire. Avec un S à véhiculaire. Hop là, boum. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Alors, survivalisme, hop, business is business, négociateur redoutable. Si on veut vraiment être médisant, je mettrais The Art of the Deal, ça sera encore pire comme texte. Mais oui, bonne idée. Survivalisme, le personnage a vécu dans les coins les plus reculés de l'Amérique. Alors, là où il y a des bandits du désert, et peut-être aussi des scorpions mutants. Alors, business is business. Alors, touc. Et ont souvent le capitalisme dans le sang. Et question à faire, on ne la leur refait pas. On ne la refait pas. Je crois que c'est correct. Alors, touc, les soviets. Alors, atout culturel. Tac.
Alors, touk. Dialectique. À force de jongler entre diverses idéologies, le personnage est passé maître dans l'art de trouver des explications pour des les textes idéologiques en question. Voilà, Softtech, voire plus haut. Souvent des remarquables capacité à organiser toutes tâches données. Ok, voilà, ça me paraît pas si mal déjà pour avoir un début. Ah, reçu une formation, une formation militaire, plus ou moins poussée. Hop. Atout culturel pour les Highlanders. Alors, qu'est-ce qu'on aurait quand on est Highlander? Alors, hop. Tradition militaire.
souvent génération en génération. Alors, service secret. La rumeur veut que pour chaque institution au moins un service secret le plus souvent plusieurs se font concurrence. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dissident. Ça c'est bien dissident comme truc. Le personnage est enregistré comme dissident. Lui donne le droit de critiquer le régime en place. Mais sévèrement limité son attention sociale. Curieusement, ce n'est pas incompatible avec les précédents. Dans la partie qu'on jouait avec Thias il y a très très longtemps, mon personnage était originaire de la Fédération des Hautes-Terres, mais comme il avait les cheveux blancs, on le considérait comme un mutant, donc très très mal vu. Du coup, il avait été, ses parents l'avaient fait passer pour orphelin pour le faire adopter par une famille européenne, et il y avait eu tout un tas de micmacs d'opérations en Fédération des Hautes-Terres, en Europe, enfin un peu partout. Et pour finir, le personnage était considéré comme un agent de la police politique, tout en étant dissident, tout en étant plein de trucs à la fois. C'était un bordel sans nom. Mais c'était assez fun, et je pense que ça représentait assez bien le bazar que peut être la Fédération des Hautes-Terres à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre encore ? Code de la bureaucratie. Ah oui, très bonne idée ça. Très très bonne idée. Code de la bureaucratie. Ça pourrait être aussi un truc pour les Européens d'ailleurs. Hein, au vu de la multiplication des services et règlements et autres règlements, donc c'est avec un accent grave. Oui, c'est avec un accent grave. Je crois que ça marche aussi avec un accent aigu, mais je suis plus sûr. Ce règlement est avec un accent grave, réglementé qu'un accent aigu. Merci la langue française. Connaître le fonctionnement des rouages de l'État est un gros avantage.
Alors. Donc là, on va faire... Donc, les atouts culturels pour Copacabana. Alors, oui, clairement, cosmopolite. Une cité sur Terre qui peut revendiquer cette épithète. C'est clairement... Ah, c'est féminin, épithète. Ah ouais. Sur un adjectif épithète, donc pour moi c'était masculin, mais effectivement c'est féminin. Alors, chlouk. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autres trafics Starport. Est une plaque tournante pour toutes sortes de trafic du plus bénin au plus dangereux. Ok. Arcane, même si même si il y a même beaucoup hop, praticien, voilà. Ok. Ah, je me suis perdu. Le copain prend la vie qu'une apparente décontraction. Oui, c'est complètement, c'est vrai. Alors, les habitants de Copacabana sont des Copacarons. Copacarons. Ça se voit que ça commence à être tard dans la soirée parce que je commence à écrire de plus en plus mal, c'est absolument catastrophique.
Alors, Alors, du coup, pour les mercenaires, tout culturel. Alors, opération. Paranoïaque. Alors, si tu veux, le problème avec un atout comme paranoïaque, c'est que c'est pas un atout vraiment. Et ça, c'est un truc sur lequel je me demandais jusqu'à quel point j'allais complètement faire l'impasse dessus. C'est la question des atouts négatifs, ou des défauts, si tu veux. Ou des conditions, puisque c'est le terme que j'emploie. Est-ce que c'est quelque chose que je vais permettre aux joueurs d'avoir ou non? Pour l'instant, je me suis pas décidé. Je suis plutôt du côté de non. Mais il faudrait pas grand-chose. Il faudrait peut-être une mécanique satisfaisante pour me convaincre qu'on peut le faire. Mais dans l'état, pour le moment, les trucs un petit peu négatifs, je vais laisser de côté. Récupération, les mercenaires, souvent du matériel de bric et de broc. Et de broc et sont passés mettre dans l'art de réparer un moteur hyper spatial avec une machine à café et réciproquement. Quand les circuits provisionnement il faut bien voilà, c'est dommage que j'aurais une idée, mais c'est un terme qui est en anglais. Et c'est un terme en plus historique et qui est relié également à la culture geek. C'est le ungentlemanly warfare. En fait, Christopher Lee, l'acteur, avant d'être acteur, avant d'incarner tout un nombre de rôles, j'y compris Saruman, avait fait la guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été incorporé, il me semble que c'était dans les SAS, et il faisait partie d'une unité qui avait fait des coups de main totalement improbables, justement sous le nom de, je crois, The Club of Ungentlemanly Warfare. Bon, malheureusement, comme je suis pas un grand fan des anglicismes, ça ne collerait pas tout à fait bien. Alors par contre, il y a un titre qui s'appelle La Petite Guerre, c'est en autre terme la guérilla. Spécialiste des coups tordus, des actions discrètes, et des
sabotage. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je recommande assez chaudement un bouquin qui est pas facile à trouver. Enfin, si tu ne savais pas que ça existe, c'est que ça va être difficile. C'est un bouquin qui s'appelle justement La Petite Guerre, qui a été écrit par sous le pseudo de Crixos, je crois. Faut que je retrouve. Parce que j'ai eu l'honneur de mettre en page ce bouquin et de le lire, il est très très drôle. Et la raison pour laquelle on n'entend pas beaucoup parler, c'est que c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un auto-édité plus ou moins. Et c'est auto-édité dans le cadre d'un truc que je suis depuis pas mal de temps, qui s'appelle 1940, la guerre continue. Et qui est un... Bah là, je peux me mettre carrément... J'avais fait une note de blog dessus. Et je vais vous mettre ça dans le... dans le chat YouTube. Vous allez pouvoir voir ça à l'occasion, si vous avez envie. Paf. Donc 1940, la France continue, c'est un exercice d'Uchronie. Mais vraiment un truc sérieux, ça fait plus de 10 ans, je crois que ça fait 15 ans qu'ils sont sur le truc, et l'idée c'est de dire que le 15 juin 1940, pendant le Conseil des ministres à Tours en France, le maréchal Pétain propose l'armistice et se fait immédiatement arrêter pour haute trahison. Et du coup la France décide de continuer la guerre, décide de rapatrier un maximum de choses dans ses colonies, notamment en Algérie, et de continuer la guerre aux côtés de ses alliés. Il n'y a pas de Vichy, il n'y a pas d'armistice, et ça change pas mal de choses. Et dans ce contexte-là, Crixos a imaginé une unité de l'armée française qui est spécialiste justement dans la petite guerre. C'est un certain nombre de fortes têtes dans lesquelles on va d'ailleurs, les gens qui ont un certain amour pour les films en noir-blanc des années 60 vont reconnaître un certain nombre de fortes têtes. Je vous laisse la surprise si vous avez envie de le lire. Il est vraiment très très drôle. Et donc, c'est assez marrant de voir les différentes tactiques utilisées pour faire de la guérilla. Alors, une que je me souviens, c'est que juste avant le débarquement, ils se sont parachutés dans le sud de la France, puisque dans cette Uchronie, le débarquement a lieu d'abord dans le sud de la France, en 43. Et ils vont dévaliser un marchand de vaisselle et ils enterrent des soupières. Et la blague, c'est que les soldats allemands, quand ils voient de la terre fraîchement remuée dans une forme de demi-cercle, ils pensent à une mine. Donc ils passent un temps dingue à essayer de creuser, et puis ils tombent sur des soupières. Mais des fois, sous les soupières, il y a une vraie mine. Comme quoi, c'est vraiment des gros taquins. Alors, atout culturel. Tac, tac. Alors, toujours les cyaniques, qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre comme atout culturel ? Ah ben, guilde, guilde, un peu comme les clans Eldarin. Atlan Eldarin. Les clans Atlan Eldarin. Les guildes Siansk. Alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur mettre aussi ?
Alors, il faudrait un truc qui est, on va dire multiculturalisme, c'est vraiment la version plus de... Ouais, en fait, garder cosmopolite, en fait. Il n'est pas toujours facile pour un Cyan de comprendre comment fonctionnent les mammifères. Mais c'est important pour réussir une relation. Oui, artiste ou amoureux des arts, oui, c'est une très bonne idée, effectivement, c'est une très très bonne idée. Artiste... rares sont les cyanides qui n'ont pas le plan de réaliser une plutôt que le plan de l'ambition. Alors, pouf, ouais, très bonne remarque pour les cyaniques, là, c'était... Alors, tout culturel. Voilà. Alors, atout culturel chez les Talvarides. Alors, on va mettre chaman. Alors, c'est un terme assez générique. Pas toujours avec une connotation spirituelle. Mais ça, c'est un peu de base, hein, l'animiste. Qui désigne la communauté des sachants. Et je pense que justement le côté animiste, c'est vraiment les chamans qui va le détenir. Chef. Les chefs, alors. Là encore, il s'agit d'un terme très générique pour désigner ceux qui vont commander les autres. Pas forcément à la guerre, au combat, mais parfois aussi. Voyageur.
quand un Talvarid n'est ni chef ni chaman, il voyage parfois oui. Tribu de l'or. Et de prendre leur place comme chaman ou comme chef. La plupart des Talvarides seront des voyageurs. Bon, je dois avouer que là, je commence un petit peu à sécher au niveau des idées. Ça fait quand même aussi plus d'une heure que je suis sur ce truc-là. Donc je pense que je vais gentiment mettre un terme à ce direct. Il faut dire, bon, il n'y avait pas grand monde, mais en tout cas, ça a quand même pas mal avancé, notamment à tes idées, Victor. C'est très sympa d'avoir participé. Là encore, on n'est pas sur des trucs qui ont vocation à être des textes finaux, même si je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qui vont rester. Et ce que je voulais faire aussi dans les textes finaux, c'était probablement dans la partie qui est plus orientée création de personnages, de reprendre ces éléments, ces atouts culturels comme exemple, mais de façon très brève, en fait, de juste donner les noms, de façon à ce que les gens puissent aient une référence rapide, et s'ils se rappellent pas exactement à quoi ça correspond, ou s'ils veulent avoir plus d'idées, eh ben ils repartent sur la section culturelle, il y aura probablement des renvois, voire page XX, enfin ce genre de choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour avoir été là cette soirée. J'espère que cette fois-ci la musique n'aura pas été trop catastrophique. J'ai même pas vu si Imaginos disait un truc là-dessus. Il est parti. Toc. Ouais, non, effectivement, il n'a rien dit sur la musique, mais enfin bon, je pense qu'il il mentionnera par la suite. Il ne commente pas dans les trucs, mais généralement il m'envoie un email ensuite. Alors voilà, du coup on se retrouve dans 2 semaines pour le stream jeu de rôle. Donc ça sera le 18. La semaine prochaine, vendredi, ça sera un stream musique et ça sera très probablement le débriefing de l'épisode de novembre de Radio Erdorine que je suis en train de finaliser d'écrire et que je vais probablement filmer ce week-end et monter la semaine prochaine de façon à ce qu'ils soient en ligne, je pense autour de mercredi, un peu comme d'habitude. Mercredi en début de soirée. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été présent. Et puis à une prochaine, peut-être dans 2 semaines. Et si jamais je ne vous revois pas, passez d'excellentes fêtes. Ciao ciao.